actuelle. Joviale et déterminée de nature, Madame Jock Moussonda est bel et bien notre invitée pour le compte de ce nouveau numéro de votre magazine dédié à la femme qui promeut les parcours, les idéaux ainsi que les opinions de la gente féminine femme actuelle. Bienvenue, mesdames, messieurs. On démarre tout de suite. Femme actuelle. Invitée. Madame Jock Lukwesa Moussonda, c'est une femme engagée dans l'humanitaire. Elle est la présidente de la fondation Jean-Claude Kazembe Moussonda, JCKM en sigle. Elle joue un rôle actif dans le développement communautaire et l'engagement social. C'est bien elle, notre invitée, que nous avons le réel plaisir de recevoir sur notre plateau. Madame Jock Moussonda, bienvenue sur notre plateau. Merci. Veuillez vous asseoir, je vous prie. Merci. Madame Jock, vous allez bien? Oui, je vais bien. Un petit ajout à la présentation qui vient d'être faite? Je crois que tout est dit. Je m'appelle Moussonda Lukwesa Jock. Je suis fonctionnaire dans l'administration provinciale et je suis présidente de la fondation Jean-Claude Kazembe Moussonda. Voilà. Alors pour commencer déjà, vous êtes la présidente de la fondation Jean-Claude Kazembe Moussonda. Oui. Alors parlez-nous brièvement de cette fondation dont vous êtes la présidente justement. La fondation Jean-Claude Kazembe Moussonda, JCKM Foundation, c'est une fondation qui porte le nom du premier gouverneur de la province du Haut-Katanga. Elle regroupe en son sein toutes les personnes qui l'ont aimé en tant que personne d'abord, c'est-à-dire ses amis, sa famille, ses collègues. Et elle regroupe aussi toutes les personnes qui ont la volonté de travailler dans la bonne conscience et la bonne gouvernance. Alors, c'est quoi sa mission principale? Notre mission principale, c'est d'abord pérenniser les valeurs et les idéaux de Jean-Claude Kazembe Moussonda, qui est une personne qui était fidèle à ses engagements, une personne qui a promu sa communauté avec beaucoup de dévotion. Et notre vision actuellement, nous, en tant que membres, c'est d'encourager, de promouvoir les efforts humains, la petite et moyenne entreprise et promouvoir les vulnérables. Ça. Voilà, promouvoir des personnes vulnérables. Et c'est quoi, quelles sont les catégories des personnes vulnérables dont vous vous occupez au sein de cette fondation? Et comment vous faites déjà pour les identifier, puisqu'il y en a assez sur la ville? Oui, en dehors de la ville. Les personnes que nous ciblons, principalement, comme je vous ai dit, il y a d'abord le problème de la conscience. Ça veut dire, vous et moi, ici à Lubumbashi ou partout ailleurs, nous sensibilisons d'abord les personnes à la bonne gouvernance, au travail avec conscience. D'abord cela. Et en deuxième volet, nous nous attelons plus sur les habitants de mon territoire, là où nous faisons des œuvres palpables, dans mon territoire de Kasenga, où il y a plus de 300 villages et 4 secteurs. Je pense que voilà les personnes que nous ciblons. Donc la fondation est basée à Kasenga? Non. Ici à Lubumbashi, nous avons un siège sur l'avenue Kilela Balanda, coin du 30 juin. Et à Kasenga, nous avons aussi un bureau là-bas, à Kasenga Centre. Et dans tous ces villages-là, nous avons des comités, dans les villages où nous partons apporter notre aide. Et ça fait combien de temps que cette fondation existe? Et c'était quoi le déclic? Pourquoi avoir choisi justement ce secteur? Vous auriez pu vous lancer dans autre chose. Pourquoi l'humanitaire? Je pense que, bon, d'abord, la fondation a vu le jour le 17 mai 2022, soit 10 mois après le décès de l'honorable Jean-Claude Kazembe Moussonda. Nous étions nombreux à vouloir pérenniser ses valeurs, à vouloir que sa vision ne meure pas avec lui. Voilà d'où est venu le déclic qui a fait en sorte que
nous puissions nous réunir et faire en sorte que cette fondation puisse vivre après sa mort. Voilà. Ah ok, donc c'était ça le déclic et même la motivation de... Oui. Voilà. Et vous, en tant que présidente de cette fondation, à quelles difficultés faites-vous face? Est-ce facile de vous... Parce que vous avez énuméré tout un tas voilà, des activités organisées au sein de cette fondation, des activités que vous organisez et même les objectifs. Donc c'est assez complexe. Comment vous vous organisez pour justement mener à bien cette fondation et surtout avoir les résultats escomptés? Dire que c'est facile, ce n'est pas le mot. Et dire non plus que c'est difficile, ce n'est pas ça. Nous faisons de notre mieux en tant que mère, en tant que femme au travail et aussi présidente de la fondation. On essaie d'équilibrer parce que je pense que toutes les fonctions, la réussite de l'une fera en sorte que l'autre aussi puisse réussir. Ce n'est pas du tout facile, mais nous avons aussi des collaborateurs que je trouve qu'ils nous facilitent aussi. Déjà avec l'adhésion aux idées, aux valeurs, la promptitude avec laquelle les gens répondent, cela nous encourage encore plus. Ah ok, donc vous parvenez, vos partenaires, ce sont des partenaires financiers et vous êtes... Ils sont financiers ou ce sont juste des partenaires qui viennent avec, chacun avec son apport ou ce sont des partenaires qui vous aident aussi sur le plan financier? Parce qu'on suppose que pour qu'une telle fondation aille de l'avant, il faudrait aussi qu'il y ait quand même du fonds pour ça, justement. Oui, les partenaires que nous avons ne sont pas principalement financiers, ce sont nos membres. Ce sont nos membres. Mais la vision qu'avait Jean-Claude Kazembe Musonda est tellement vaste et tellement grand. Voilà peut-être quelque part notre regret, parce que notre fondation n'arrive pas encore à faire face à la vision qu'avait l'honorable Jean-Claude Kazembe Musonda suite aux moyens financiers. Tellement le champ est vaste, mais avec ce que nous avons et la volonté d'entraide, nous faisons de notre mieux. Parlez-nous un tout petit peu de cette vision à laquelle vous faites allusion. C'était quoi concrètement cette vision en créant la fondation? Si on peut justement y revenir pour beaucoup de clarté. Jean-Claude Kazembe Musonda, c'était d'abord un homme qui a créé une nouvelle classe sociale politique, bien sûr. Alors, pour vouloir faire une bonne gouvernance, il fallait d'abord ancrer dans la tête la bonne gouvernance pour la bonne marche de notre province. Il a fait beaucoup de choses et d'autres qui ne sont pas encore achevées. Voilà pourquoi nous qui avons pris ce grand nom avec cette grande vision, ce que nous voulons, c'est faire en sorte que les choses aillent de l'avant et dans le bon sens. Voilà un peu. Alors, la vision, elle est là. Vous êtes à la tête de cette fondation. Vous travaillez pour l'évolution de la fondation, pérenniser cette idéologie qui existe déjà, la vision qui existe déjà et tout. Alors, qu'est-ce qui vous motive? Parce que tantôt, vous avez parlé de difficultés, entre guillemets, et les choses ne sont pas si faciles que ça. Certainement, il y a des défis auxquels vous faites face. Alors, c'est quoi qui vous motive pour aller jusqu'au bout, continuer? Si ce n'est pas si facile que ça, justement. D'abord, nous avons, comme j'ai parlé, de la volonté d'entraide. Et peut-être cela, je pense que c'est en moi, le fait de voir les autres sourire, apporter de la joie, encourager les jeunes, surtout dans mon territoire à Kassinga. Quand vous arrivez là-bas, il y a peut-être un tout petit peu de désarroi, surtout quand nous allons dans les villages, dans les fins fonds. Le simple fait d'apporter de l'aide, ça procure de la joie, je vous assure. Il n'y a pas, comme on le dit souvent, il y a beaucoup de bonheur à donner qu'à recevoir. Le simple fait d'apporter en plus une joie, un sourire, un espoir, c'est là est notre plus grande motivation. Et c'est comme une sorte de récompense aussi quelque part. De récompense par rapport
Non, vous vous sentez récompensé, vous faites ça après, c'est du bonheur que vous offrez aux autres. Exactement. Le sourire, après vous vous sentez récompensé aussi d'une certaine manière. Exactement. C'est là notre plus grande fierté quand nous faisons cela et que nous voyons que les... Je pense que ce n'est pas dans tout le monde, c'est peut-être... Mais je pense que c'est dans beaucoup de gens. Dans beaucoup de gens peut-être qui ne se sentent pas encore découverts. C'est peut-être par là aussi, je peux faire un appel à toutes ces personnes qui ont ce désir-là d'aider. Ils peuvent nous rejoindre ensemble. On peut redonner les sourires aux autres. On peut donner de l'espoir parce que ce n'est pas la vulnérabilité qui fait le désarroi. Absolument. Alors déjà, vous, depuis toute petite, vous vous voyez dans l'humanitaire où c'est venu avec le temps parce que la vision était déjà là, ben, il fallait rejoindre la vision. Ou c'était ça aussi, un rêve quelque part, vous vous voyez plus tard dans l'humanitaire? Pas vraiment, pas vraiment. Seulement que j'ai grandi en faisant un peu de tout. J'ai grandi déjà avec un père très rigoureux qui nous a initiés très tôt. Donc, notre père... Initié à quoi, si on peut le savoir? Oui, initié au travail et dans tous les domaines. Donc, je peux donner par exemple un exemple. Je pense que je n'avais pas encore mes 18 ans, mais je pouvais mettre la peinture. Ah, oui. Ça alors? Oui, mon père peut se réveiller le matin, il vous dit, on va peindre le toit. Et il n'y avait pas de différence entre les hommes et les femmes à la maison. Je peux construire. Il peut se réveiller le matin, il vous dit, tu peux faire ça. Je te montre et tu le fais. De la même façon, j'ai fait le commerce. J'ai fait le commerce déjà à la maison. Je suis en deuxième secondaire, il t'amène en ville, tu fais quelques achats, il te dit voilà, tu vas commencer à vendre du poisson, le poulet à la maison. On écrit sur un pancarte à la barrière et c'est pour moi, ce n'est pas parce que c'est pour faire survivre à la maison, mais pour m'apprendre le travail. Il était déjà député national à Kinshasa. À chaque fois qu'il revient, il t'apporte de la marchandise, des babouches, des bijoux. Il te dit, tu peux vendre. Il m'ouvre une boutique. J'étais encore toute petite et j'essayais de faire tout ça. Je pense que c'est de là est venue mon assiduité à faire certaines choses peut-être difficiles pour certaines et moi je les trouve très faciles. C'est déjà très tôt que nous avons commencé à être un peu actifs, à faire un peu de tout. Voilà. Donc si on comprend bien, avant de vous lancer effectivement dans l'humanitaire, vous faisiez autre chose. Entre autres le business initié par papa à la maison, déjà au niveau de la famille, il y avait des activités auxquelles vous vous adonnez comme ça, déjà étant jeune. Oui, c'est ça? Exactement. Exactement, déjà étant jeune. Et puis chez nous, comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas de différence entre les hommes et les femmes. Tout le monde pouvait faire tout. C'est déjà à 15 ans qu'on t'apprend à conduire. Donc on t'apprend ton indépendance, en fait, c'est ça. On t'apprend ton indépendance. Finalement, quand on se lance dans la vie active, on peut faire des choses aussi facilement parce qu'on a été rodé. Ouais. Alors, c'est quoi que vous retenez de ce parcours-là, initié très jeune? Bon, sûrement, le père, il avait une vision, il savait ce que vous conduisez. Oui. Maintenant, vous, personnellement, c'est quoi vous avez retenu de tout ça? Parce qu'à vous entendre parler, vous avez touché un peu à tout. Vous étiez déjà une jeune fille assez, on va dire, assez active dès le bas âge. Oui, oui. Ce que je retiens de tout cela, c'est... Je pense que même moi, je peux le faire avec mes enfants. Ça permet à ce que les enfants ne soient pas surpris dans la vie. Ça permet à ce qu'en étant adulte, vous ne paniquez pas. Vous pouvez vous retrouver dans un pays où vous ne connaissez personne. Vous savez comment vous débrouiller. Vous savez comment chercher de l'aide. Vous savez comment reconnaître votre chemin de retour. Et si, comme aujourd'hui, il n'est plus là, on n'est pas totalement dépaysé ou je ne sais pas moi comment, on sait comment avancer, on sait quel chemin suivre. Il y a des fois où, lorsque les parents vous surprotègent, et lorsqu'ils ne sont pas là, vous voyez que c'est la catastrophe. Tout le monde se perd. On est tellement dépendant que voilà, là, on ne sait plus rien faire par nous-mêmes. Exactement. Je pense que c'est cela que je retiens, qu'on nous apprend à voler très tôt afin que nous ne puissions pas être dépaysés. Ou dans ce que nous puissions choisir comme métier, nous ne puissions pas dérailler.
Oui, déjà quand je vous parle de business, c'est très tôt qu'on touche à l'argent. On sait faire la différence entre le capital, le bénéfice et tout ça. C'est ce qui fait en sorte que peut-être vous ne paniquez pas devant l'argent. Je pense que des fois la jeunesse se perd par rapport à cela. Lorsque un homme arrive devant une jeune femme, lui présente de l'argent, elle panique. Mais si tu as eu l'habitude de toucher de ça à la maison, je pense que 100 $ ne te fait pas peur. Donc, quelque part, vous souhaitez que les parents apprennent à initier leurs enfants à la culture du travail dès les bas âges. Exactement. On ne doit pas attendre. Oui, oui. Quand vous en avez l'opportunité, vous les apprenez à travailler. Moi, tout ce que je dis, il y a ma famille, mes frères, mes connaissances, ils savent de quoi je parle. J'ai fait l'élevage des poules à la maison chez nous. Lui-même, il te construit quelque chose, il te dit, tu peux faire l'élevage des poules. Et à la fin, tout le monde s'étonne. Elle a réussi à le faire. Oui, je l'ai fait et je continue à le faire aujourd'hui. Moi, je n'achète pas le poulet. Moi, j'ai des poules à la maison. Moi, j'ai les poules pondeuses. J'ai les œufs à la maison. Je sais comment faire. Donc, du coup, vous œuvrez dans beaucoup de secteurs. Déjà, comment vous vous départagez entre tous ces secteurs-là? Je n'œuvre pas dans... Vous êtes dans la fonction publique, vous êtes dans l'humanitaire, dans l'élevage. Voilà d'où me vient l'entrepreneuriat que vous avez parlé. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, la réussite de l'un fait aussi que l'autre puisse vivre. Donc, aujourd'hui, avec... Non, c'est pas si compliqué d'œuvrer dans beaucoup de secteurs, on va dire, qui n'ont pas forcément un lien en commun. Quand on prend l'élevage, on prend la politique, on prend de l'autre côté l'humanitaire et tout ça. Déjà, comment on fait pour gérer tous ces secteurs-là? Comment on concilie le tout? Comment on se départage? Comment on arrive à réussir dans chacun de ces secteurs? Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réussir dans tous ces secteurs-là? Aujourd'hui, avec le numérique, ça nous facilite d'abord beaucoup de choses. Quand on a les réseaux sociaux, on sait être en contact avec tous les partenaires, même par exemple les clients. Au téléphone déjà, je sais que telle personne a besoin d'une livraison, j'ai besoin d'être ravitaillée. Avec le téléphone, c'est plus facile. Et avec la vente en ligne, au fait. Oui, la vente en ligne. Et avec les bases qui ne sont pas très proches, vous savez, les villages à Kassenga sont un peu éparpillés, mais comme déjà le numérique est arrivé là-bas, les réseaux sociaux, on sait communiquer déjà avec les réseaux sociaux et savoir quels sont les besoins qui se présentent là-bas. En dehors de ça, j'ai une équipe, j'ai des personnes qui m'accompagnent. Lorsque je suis départagée entre la famille et le travail, je peux déléguer. Je peux déléguer dans le comité. Oui, je peux déléguer dans le comité directeur des membres pour faire telle ou telle autre action. Voilà un peu, je suis accompagnée. Donc, il faudrait avoir autour de soi des personnes de confiance, aussi des personnes compétentes. Parce que quand vous parlez de déléguer, ça aussi c'est un autre défi. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à déléguer. Oui. Quand on est entouré voilà, par des personnes peut-être qui ne nous inspirent pas trop confiance et tout ça, il va falloir qu'on soit là à tout moment pour pouvoir voir les choses évoluer. Mais... Sinon, toujours on est en mode, est-ce que ça va aller, si lui le faisait, donc je dois être là à tout moment, il faudrait qu'il y ait ma présence. Ce qui se passe, c'est que oui, la confiance, mais aussi, il faut savoir, comme on parle de la division du travail, vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Donc, si vous avez déjà cette grande méfiance, c'est un peu compliqué. Vous devez toujours faire confiance aux gens. Vous devez toujours avoir une bonne entourage. Elle peut pas exactement faire comme vous. Elle ne peut pas faire pareil à vous. Mais ce sont des piliers. Ce sont des accompagnateurs. Une fondation toute seule, c'est impossible. Une fondation où il n'y a que vous qui avez les bonnes idées, les bonnes actions, la bonne façon, je ne pense pas. Il faut se faire entourer. Il faut écouter aussi l'autre. C'est important, je pense. Que l'autre aussi a quelque chose à dire qui est plus important. Être ouvert aux propositions, aux suggestions. Exactement, être ouvert. Parce que lorsque nous posons des actions, nous n'imposons pas les actions. D'abord, nous écoutons ce qui sera utile à eux. Vous pouvez arriver dans un endroit où vous donnez des vêtements pendant qu'ils ont besoin de nourriture. Donc d'abord, vous les écoutez. Et après, vous faites selon ce qu'eux attendent de vous et dans la meilleure des façons. J'ai aimé cette phrase, vous écoutez plus, vous posez des actions. Avant de parler justement des actions que vous avez eu à poser jusqu'ici, dites-nous, c'est quoi les qualités que doit avoir un bon, quelqu'un qui évolue dans l'humanitaire, dans ce secteur-là? Est-ce qu'il y a des qualités requises où, voilà, tous on peut y aller comme ça à l'aveuglette et voilà, chacun s'y prend de sa manière? On doit avoir des qualités, on va dire, adéquates pour réussir dans l'humanitaire. Dans l'humanitaire, il faut d'abord...
si je peux dire avoir cet appel, si je peux parler ainsi, je ne sais pas si c'est le mot, mais il faut avoir cet appel d'entraide. Si vous êtes dans l'humanitaire où vous cherchez votre bien personnel, je pense que ce n'est pas votre place. Il faut peut-être aller dans le sens où vous donnez plus, vous recevez moins. Enfin, vous donnez plus, vous recevez moins. Oui. Il n'y a pas de lucre, il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas de bénéfice dans l'humanitaire. Non, non, il n'y en a pas. Comme on ne vise pas un bénéfice quelque part. Non, non, comme c'est de la philanthropie pure et simple. D'abord, c'est un iceberg, comme on a dit. Association sans but lucratif. D'abord, c'est là. Et deuxièmement aussi, notre bénéfice, comme je vous l'ai dit, peut être dans le bien que tu fais à l'autre. Et l'autre aussi, objectif, peut être, comme nous avons parlé de la vision. Quand je vois les gens se réjouir au nom de quelqu'un que j'ai aimé, c'est bon. On ne fait pas tout pour avoir de l'argent. Vous avez en retour la satisfaction. Oui, on a la satisfaction de voir l'autre se réjouir. Et aussi, des fois, je vous assure, c'est un bonheur. C'est un bonheur de faire ce genre d'action. Dire que c'est pour ça que nous cherchons des travails en parallèle. Ce n'est pas par là que nous allons nous nourrir. Voilà que je vous ai dit que moi je travaille, je suis fonctionnaire, je suis cadre dans la fonction publique, je travaille, voilà là où je tire ce qui me fait vivre, mais pas dans la fondation. Pas dans la fondation. Alors, parlons des actions posées sur le terrain. Quelles sont les actions déjà posées sur le terrain qui ont impacté, on va dire, les bénéficiaires, la population? Des actions à votre actif, justement. Oui. Nous avons d'abord œuvré dans de l'autosuffisance alimentaire. C'est-à-dire, nous n'avons pas voulu partager de la nourriture. Nous n'avons pas voulu partager, je ne sais pas moi, des vivres, mais nous avons partagé des houes pour pousser chacun à faire son agriculture. Parce que ce n'est pas les terres qui manquent, afin que tout le monde soit plus ou moins indépendant et lutter contre la famine. Et pour ça, nous avons partagé plus de 3000 houes dans les villages où on a donné à chacun au moins une Dans houe. le territoire de Kassenga. Dans le territoire de Kassenga. Nous avons pris la route Kafira, nous avons pris Lupembe jusqu'à Kachobwe. Nous sommes allés vers Kisamamba, sur la principale, tous les petits villages où on a vu toutes ces personnes. Je vous assure que pour moi, je pense que je les ai aidés plutôt qu'en leur donnant de la nourriture aujourd'hui, comme on dit, apprendre à pêcher. Ils savent comment labourer leur terre. Peut-être c'est les outils qui manquent. J'aurais voulu aller plus loin en donnant les intrants, mais je n'avais pas suffisamment de quoi répondre. Nous avons aussi œuvré dans la santé, avec bien sûr la collaboration du ministère de Santé. On a eu quelques médicaments qu'on a déposés dans les centres de santé lorsque le choléra avait frappé. On est allé dans quelques centres de santé où on a déposé des médicaments, des perfusions pour la santé de la population parce qu'on ne veut pas la voir disparaître. Ok, là c'est à Kassenga et au niveau de Lubumbashi, puisque la fondation existe aussi à Lubumbashi. Au niveau de Lubumbashi, nous avons organisé deux conférences. La première, nous avons organisé en 2023. En 2023, nous avons organisé une conférence sur les mérites de Jean-Claude Kazembe Musonda. Nous avons reçu plusieurs orateurs, comme le recteur de l'université de Likasi, l'abbé Pala Mbaboula. Le professeur Pala, oui, c'est un abbé. Il y a Nanou Memba qui était parmi les orateurs. Il y a M. Joe Sandoku de la société civile qui ont apporté ce qu'ils avaient apporté à la population de Lubumbashi comme mérite pour incarner vraiment cette vision, comme je vous ai dit, de face et aussi dans la tête. Nous organisons des marches de santé pour notre reconstitution physique ici à Lubumbashi. Voilà un peu, nous faisons des descentes au site Lumumba, je pense à 2 reprises. Nous sommes allés sur le site Lumumba pour revoir l'histoire et tout ça qui est important pour nous. Voilà un peu plusieurs activités. Alors, c'est en fonction de quoi que vous posez vos actions.
Parce que tout à l'heure, je me rends compte que du côté des Kassenga, c'était beaucoup plus, allez, on était dans le mode agriculture, on a offert des intrants pour motiver les gens à pouvoir cultiver, comment favoriser l'autosuffisance alimentaire. On revient à Lubumbashi, cette fois-là, on organise des ateliers. Qu'est-ce qui se passe? En fonction de quoi les activités varient? D'abord, nous faisons un calendrier annuel. Ouais. Nous faisons un calendrier annuel où nous définissons les activités de l'année. Ah, le calendrier, il est annuel. Oui, le calendrier annuel. Donc, au cours de l'année, nous ciblons quelques dates précises avec les activités en échange avec les membres de la Fondation. Au cours de l'échange, nous nous disons que voilà ce que nous pouvons faire pour cette année. Et après ça, maintenant, nous ciblons, comme je vous ai dit, à l'écoute de la population. Ici, à Lubumbashi, partagez-les où? Quelque part. Il faut voir la population à laquelle vous êtes confronté, à laquelle vous avez en face. Donc, pour dire que les besoins ne sont pas les mêmes partout. Voilà pourquoi je vous ai dit le champ est vaste et les besoins sont diversifiés. Ouais. Oui. Lorsque nous écoutons la population, et voilà pourquoi nous pouvons revenir répondre à leurs écoutes. Ici, à Lubumbashi, nous évoluons de la manière à écouter et à répondre aux besoins. Voilà un peu. Vous évoluez, vous êtes ouvert, vous écoutez les besoins de la population. Voilà, on parle de vous, on est du côté humanitaire, vous êtes dans la fonction publique, on parle d'un peu de tout ça. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez une politique de suivi? Tout à l'heure, vous avez évoqué le cas de Kassenga, où vous avez rencontré la population de là. Vous lui avez offert, on va dire, des intrants et tous, des outils. Après, est-ce qu'il y a une politique de suivi? Je veux dire, après avoir posé un geste, une action, un acte, est-ce que vous revenez pour voir qu'est-ce qui s'est bien passé avec les outils offerts à la population? Qu'est-ce qu'elle en a fait, etc. Ou voilà, vous posez juste des actes, on passe à autre chose? Oui, merci pour la question. Ce qui se passe, c'est que dans les villages, nous avons des comités, comme je vous l'ai dit. Nous avons des comités de 5, 10 personnes. Avec ces comités-là, ils nous relayent. Donc, lorsque nous posons des actions, nous partons. Avec le comité, on fait le suivi à travers le comité. C'est-à-dire, nous demandons qu'est-ce qui se passe. Voilà pourquoi je vous dis, il y a 2 fois, après le geste que nous avons posé, ils se sont dit, oui, on peut cultiver, mais nous n'avons pas les intrants. Ah, okay. Que faire? Voilà, c'est dans ce sens-là que nous faisons le suivi. Donc, on ne passe pas par, comment je veux dire, on ne passe pas sur la route, on voit les populations comme ça, hey, récupérer. Non, non. Nous avons des comités sur place, nous écoutons les comités, et les comités, nous faisons même des listes. Nous avons des listes des personnes, nous connaissons les personnes à qui nous avons donné nominativement. Et nous connaissons comment les retrouver et comment faire en sorte que, parce qu'on ne peut pas aller d'une manière dispersée et vague. Nous partons d'une manière bien précise et voir réellement si l'action que nous avons posée a été bien assimilée. Alors moi j'ai envie de savoir jusqu'où comptez-vous aller avec ces genres d'actes philanthropiques? Les besoins il y en a, les gens qui sont dans les besoins il y en a autant, des personnes vulnérables il y en a autant qu'on en trouve à Kassenga, en dehors de Kassenga, à Lubumbashi, un peu partout. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour, voilà, on va dire, donner le sourire à la population vulnérable? Les ASBL, en quelque sorte, c'est l'appui au gouvernement. Normalement, ce que nous faisons, c'est le travail du gouvernement. Nous sommes en appui. Voilà. Oui, voilà. Dire que jusqu'où nous allons aller, c'est un peu, je ne sais pas comment je veux dire, c'est un peu trop dans le sens au gouvernement qui est censé aussi faire, qui a ses responsabilités en tant que gouvernement. Exactement. Nous sommes là en appui. Voilà pourquoi je vous ai dit, même par rapport aux médicaments contre le choléra, nous avons recueilli ces médicaments au ministère de la Santé. À travers le ministère de la Santé, nous faisons parvenir à la population. Donc, nous avons ciblé un coin où nous voulons apporter de l'aide. Nous, qui pourrons avoir une certaine facilité à parler avec madame, voilà, elle peut nous mettre à notre disposition telle ou telle autre chose qui est dans le besoin et nous faisons parvenir. Voilà un peu. Ok, de la même manière, vous avez aussi des personnes qui vous appuient pour pouvoir poser des actions. Parce que je me dis à un moment donné, n'est-ce pas que la demande, elle peut être, je veux dire comment,
elle peut être abondante, elle peut être énorme. Il y a tellement de demandes qu'à un moment donné, vous êtes limité en termes pécuniaires, en termes d'argent, en termes de... Voilà, les moyens sont limités. Oui, oui, exactement, les moyens sont limités, voilà notre difficulté. Voilà pourquoi je disais, s'il y a des personnes qui ont ce souci-là d'entraide, peuvent nous rejoindre afin que nous puissions faire bonne marche ensemble. Vous avez une idée, vous avez un moyen et vous voulez qu'on le mette ensemble afin d'arriver à aider, nous sommes ouverts. Donc nous ne pouvons pas tout faire, nous faisons ce que nous pouvons avec bien sûr l'aide de ceux qui peuvent être en contact avec nous et nous arrivons à la population. Exactement, vous travaillez, vous évoluez avec les aides des différentes personnes, différentes organisations et tout ça. Est-ce qu'il vous est arrivé, Madame Jock Moussonda, de vouloir abandonner à un certain niveau? Jusque-là, non. Peut-être qu'ayant été déçu ou carrément c'était devenu un fardeau lourd à porter, vous vous êtes dit non, 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 que j'abandonne carrément. Jusque-là, non. Je n'ai jamais pensé à abandonner et ça n'a jamais été réellement un fardeau pour moi. Vous savez, quand nous aidons les populations, ils ne nous exigent rien. Ils ne nous mettent aucune pression. C'est de bonne volonté que vous vous levez aujourd'hui, vous vous dites, je vais à Goma, je vais voir les démunis. Vous posez votre action. Après, les habitants de Goma ne viendront pas vous mettre de la pression pour vous dire, vous êtes venu hier, revenez aujourd'hui et tout ça. Non, vous êtes libre. Vous êtes libre. Aucune fardeau sur vous pour dire qu'aujourd'hui vous la déposez. Non. Et ce besoin-là que nous levons pour poser les actions, c'est venu en nous. Quelque part, voilà pourquoi je vous ai parlé peut-être de l'appel. Cette dévotion que vous avez en voyant quelqu'un souffrir et vous vous dites que même pour un jour, je te redonne le sourire. Ça ne peut pas être un fardeau. Non, on va dire pour des personnes déjà naturellement altruistes, naturellement philanthropes, c'est pas un fardeau. On va dire, en revanche, c'est un plaisir d'aider les autres. Exactement. Donc du coup, lorsqu'on n'a pas cette vocation, autant mieux ne pas se lancer dans l'humanitaire. Oui, oui. Si vous avez cette attitude de vouloir en contrepartie toujours recevoir, je pense que on ne doit pas s'y lancer comme étant un commerçant. Non, donc on vise le lucre, le gain quelque part, le bénéfice. Là, je pose un acte, en retour je dois en bénéficier d'une certaine manière. Là, je pense que ce n'est pas votre place. Si vous avez cette philosophie-là, je pense que vous devez vous orienter vers autre chose. Quand nous donnons, nous ne pensons pas vraiment à récupérer parce qu'en réalité, nous ne récupérons pas de cette manière-là. Peut-être d'une manière divine. Ah, ça c'est intéressant alors. Ça vous est déjà arrivé de récupérer, d'être récompensé d'une manière divine, tel que vous le dites, après un acte posé? Je ne sais pas le dire directement. Je ne sais pas le dire avec cette même précision parce que les voies de Dieu sont insondables. On ne sait pas les sonder. On ne sait pas, peut-être vous avez donné à gauche, vous recevez à droite et vous ne savez pas réellement ce que j'ai reçu. Est-ce que c'est parce que j'ai donné à gauche? On ne sait pas vraiment. On ne sait pas le vérifier. On ne sait pas le vérifier. Déjà que nous bénéficions de la grâce de Dieu, je pense que c'est déjà beaucoup. C'est déjà suffisant pour nous. Alors tout à l'heure, vous avez fait allusion à la population des Goma, victimes des affres de la guerre et tout. Est-ce que ça vous est arrivé de vous intéresser aussi à cette population ou c'est dans le projet? Oui, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de penser à aller jusqu'à Goma, voir ce qui se passe et dans quelle manière pouvoir apporter mon aide, ma petite intelligence. Seulement que, comme je vous ai d'abord parlé des moyens qui sont limités et aussi c'est dans la vision de nous étendre. Parce que comme je vous ai dit, nous ne partons pas au hasard. Nous devons aller méthodiquement. Donc, ce n'est pas notre objectif final de nous atteler seulement sur Kassenga ou sur Lubumbashi. C'est de nous étendre aussi dans les autres provinces. Pourquoi pas arriver jusqu'à Goma, avoir un comité sur place, une bonne suivi sur place et de l'entraide vraiment qui va être plutôt, je veux dire, capitalisée. Ah, absolument. Donc, en dehors de Lubumbashi et Kassenga, la fondation n'existe qu'à Lubumbashi et à Kassenga. Oui, jusque-là. Et à Kinshasa aussi, nous avons des membres, oui, oui.
à Kinshasa, vous avez des membres, donc très bientôt à Kinshasa également. Non, non, pas très bientôt. Nous avons des membres. Ah, vous avez déjà des membres? Oui, nous avons un siège à Kinshasa, dans la commune de Kinshasa, à Dima, derrière le stade de Martyrs. Nous avons un siège là-bas. Alors, à l'instant, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui vous regarde, il s'est tellement inspiré de vous, de votre parcours, de ce que vous faites déjà, et il aimerait bien se lancer dans l'humanitaire. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire tout de suite? À cette personne qui veut se lancer dans l'humanitaire, à cette personne qui a le désir d'entraide, qui a l'amour pour son prochain, vraiment, je pense que c'est une bonne chose de le faire. Bienvenue dans ce monde qui est déjà un acte, je pense, chrétien, humain, parce que nous devons réveiller l'humanisme en nous. Je pense que vous ne serez jamais déçus de voir ce petit enfant qui n'a jamais mis le pied à l'école devenir licencié, de faire de sa vie quelque chose. Vous n'allez jamais le regretter. C'est un peu ça. Absolument, un très 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 bon message et nous saluons justement ce que vous faites déjà, une mission assez noble, on va le dire comme ça. Et quels sont vos projets justement en dehors du fait d'étendre cette vision? Vous êtes à Kassinga, Lubumbashi, à Kinshasa, vous voulez l'étendre un peu partout. Y a-t-il autre vision ou autre projet justement, ou c'est tout ce que vous visez pour l'instant? En dehors de nous étendre dans plusieurs villes de notre pays, nous voulons aussi peut-être faire un appel aussi au gouvernement de faire peut-être un partenariat essentiel avec les ONG afin d'arriver à être efficace sur le terrain. Parce que essentiellement, surtout aux acteurs politiques, de toujours soutenir les ASBL parce qu'ils sont en appui avec vous pour pouvoir être efficaces dans les milieux surtout ruraux. Voilà un peu. Tout ce que nous voulons, c'est nous étendre et avoir un soutien du gouvernement, des acteurs politiques, des personnes interposées qui ont de la bonne volonté. Voilà notre plus grande vision. Alors, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face en tant qu'épouse et évoluant dans le secteur de l'humanitaire? Parce que je suppose que parfois ça vous arrive de partir, vous faites des allers-retours et tout ça. Vous êtes maman, vous êtes femme et tout ça. Quelles sont les difficultés spécifiques liées au fait que vous soyez épouse et en même temps évoluant dans ces secteurs de l'humanitaire? Oui, quand nous faisons tout ce que nous faisons, quelque part, il y a quelqu'un qui souffre. Il y a un enfant. Parlez-nous-en justement. Oui, il y a un enfant peut-être qui a besoin de sa maman. Maman est partie. Mais maman n'est pas là. D'une certaine manière, je ne sais pas, je veux dire d'une certaine manière, c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Cette difficulté, c'est celle-là. Peut-être vous pouvez arriver dans un endroit où vous pensez à la famille. Mais bon, on s'est dit, c'est pour la bonne cause, je veux revenir. La bonne cause, oui, mais est-ce que ça ne perturbe pas l'harmonie familiale? On a besoin de maman, après on se rend compte que c'est un gros vide qu'il y a là, maman n'est pas là. Si, bon, ça perturbe, oui, mais pas vraiment dans le sens où ça déstabilise, non. Parce qu'en dehors d'être une mère ou une épouse, je suis moi. J'ai ce désir profond qui me pousse vers ce que j'ai besoin de faire. Je pense que c'est plus ou moins compréhensif, même pour l'enfant. Vous vous imaginez aussi, je me dis des fois, vous vous imaginez quand vous grandissez, les enfants ont grandi, tout le monde a fait sa vie et que vous n'aviez que vos enfants. Qu'est-ce que vous allez faire en ce moment-là? Tous les enfants sont partis, chacun a refait sa vie. Donc vous allez déverser votre frustration sur eux. Vous êtes partis, vous m'avez laissé, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Vous êtes tout le temps derrière les enfants. La belle-fille se sent trop coincée, vous devenez possessive et tout ça. Ou bien vous avez des regrets. Ce qui se passe, c'est que je n'aimerais pas avoir de regrets. Que dans ma jeunesse, dans ma fleur d'âge, j'avais voulu faire quelque chose, mais parce que j'avais, toi comme enfant, je n'ai pas voulu et que je commence à t'en vouloir. Mais plutôt ce que je fais, au retour, je lui apporte de l'amour. Je lui apporte de l'amour. Mais seulement, ils ne sont jamais défavorisés par rapport à ce que je fais. Comme je vous l'ai dit, quand
quand les priorités sont au même moment, arrivent à la même date, on peut déléguer. J'ai aimé ce que vous avez dit tout à l'heure. Ils ne sont jamais défavorisés, c'est ça. Ils ne sont pas défavorisés au bénéfice de vos autres activités et tout. Alors, comment vous vous y prenez justement pour maintenir cet équilibre entre, on va dire, responsabilité professionnelle, vie familiale et beaucoup d'autres activités que vous faites, dont vous vous occupez? Cet équilibre-là, comment vous faites pour le maintenir? Comme je vous l'ai dit, lorsque ça coince, nous déléguons. Lorsque la priorité reste la même, c'est la famille. La priorité, c'est la famille, mais les activités sociales viennent en appui. Donc nous ne pouvons pas délaisser, par exemple, je peux donner un exemple d'un enfant malade. Je ne peux pas laisser l'enfant malade pour aller vers le social. Comme je vous l'ai dit, je travaille en équipe. Il y a tout un monde pour apporter ce besoin-là à une telle population. De la même façon, il y a des fois, je vais avec eux. Quand ils sont en vacances, je vais avec eux. De force ou voilà, de gré? De gré, bien sûr. Donc vous avez affaire à une famille qui vous accompagne, qui vous comprend quand il y a des urgences comme ça et que maman ou l'épouse doit s'en aller. Il y a facilement cette compréhension, on se dit c'est pas si grave, on peut attendre son retour. Voilà le besoin de la planification. Parce que tout se planifie. Nous ne nous réveillons pas un bon matin, nous commençons directement, voilà, je pars, je vous laisse. Non, non. Voilà pourquoi je vous ai parlé d'un plan annuel. Nous avons un plan annuellement. Nous disons que nous allons faire telle chose en telle date, telle chose en telle date, et tout ça c'est bien réfléchi, en sorte peut-être que nous faisons des activités pendant les vacances, ou nous faisons des activités pendant les jours fériés, pour ne pas aussi préjudicier le travail. Donc tout est bien planifié en sorte que l'un ne puisse pas léser l'autre. Tout est bien planifié afin que l'un ne puisse pas léser l'autre. On comprend que vous organisez très bien pour pouvoir, n'est-ce pas, œuvrer, travailler normalement pour qu'il n'y ait pas aussi des regrets, qu'il n'y ait pas de plainte quelque part. Vous organisez de la bonne manière, de la plus belle de façon. Merci beaucoup, Madame Jock Moussonda. Oui. J'espère que je n'ai pas écorché votre prénom. Oui, alors, Madame, Messieurs, merci de continuer à nous regarder tout de suite. Confinons. Femme actuelle. Confine. Madame Jock, vous allez bien, j'espère? Oui, oui, je vais bien, merci. Alors, on est dans Confinou, comme le nom l'indique. On va parler un tout petit peu de vous. Il y aura des confidences quand même d'une certaine manière. Je ne sais pas si ça vous tente. Essayons. Des questions un tout petit peu personnelles qui vont nous permettre de vous connaître mieux, de découvrir cette autre facette qui se cache derrière cette femme tellement philanthrope, altruiste, qui fait du bien à la communauté. On veut aussi connaître les qualités de cette femme et tout ce qui va avec. D'accord, on est dans Confinou. Pour commencer, comment vous vous définissez en 3 mots? Je crois que cette question est un peu difficile pour ne pas tomber dans la survalorisation. Sinon, je dirais que par rapport à ceux qui me connaissent, ils disent que je suis courageuse, ils disent que je suis joviale et ils disent que... Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Je pense que c'est bon. Vous êtes courageuse, vous êtes joviale. La 3e qualité? Vous avez une 3e qualité? Je suis tolérante. La tolérance. Oui. Ah, ok. Alors, c'est quoi votre plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir? Il y en a tellement de souvenirs. La plupart des souvenirs merveilleux, je les ai passés chez nous, avec mes parents, avec mes frères et sœurs. Entre autres? Dans la joie. Entre autres, ma réussite, mon diplôme d'État, c'était quand même une joie pour moi. C'était une joie parce que j'avais repris. J'avais présenté la première fois, ça n'a pas été. Et la deuxième fois, je pense que c'était une grande joie pour moi. Votre plus grand regret? Mon plus grand regret, en tant que personne, c'est peut-être récemment le décès de mon frère aîné.
mon grand frère, le bourgmestre de la commune de Lubumbashi. Voilà un peu. Votre plus grande fierté? En tant que personne, je pense que je suis fière de savoir que je compte pour beaucoup de personnes dont je n'imaginais, des grandes personnalités, surtout à travers la fondation. Lorsque, dans mon jeune âge comme ça, il y a des adultes qui m'écoutent, qui m'accompagnent, qui me soutiennent, je pense que j'en suis fière et reconnaissante. Absolument. C'est quoi l'échec que vous avez connu, mais dont vous avez tellement appris? Après ça, presque changé votre vie, vous êtes dit, après ça, je ne ferai plus jamais ça. Après, c'était comme, voilà, on change de vision, la vie change totalement. Un échec qui a changé votre vie, dont vous avez énormément appris? Je ne pense pas. Je ne pense pas avoir autant d'échecs personnels dans ce sens-là. Parce que pour moi, je pense que c'est une façon d'apprendre. Mais ce n'est pas une raison d'abandonner. Je n'ai jamais eu des échecs pour me dire que j'abandonne, je change de vie. Non, non. C'est plutôt j'apprends, j'avance et j'évolue de cette manière-là. Je n'ai jamais eu autant d'échecs à garder jusqu'à changer radicalement de vie. Non. Et si vous aviez le pouvoir de changer quelque chose dans ce monde, quelle serait cette chose-là? Peu importe le domaine. Peu importe le domaine. La seule chose que je pourrais changer dans ce monde, je pense que c'est de la reconnaissance. Il n'y a pas assez de reconnaissance dans ce monde? Je crois pas. Il y a l'ingratitude que vous voulez changer en reconnaissance, c'est ça? Bon, parmi tant d'autres. Ah, ok, pas mal. Vous m'avez demandé, parmi tant d'autres, je pense que j'ai choisi celle-là. Alors, pour finir, c'est quoi votre perception de la parité? Oui, les femmes doivent travailler au même titre que les hommes. Oui, les femmes doivent être ambitieuses selon le domaine dans lequel vous vous fixez. Mais les femmes, en tant qu'épouses, ne font pas de la parité à la maison. Selon moi, je pense que le mot parité est un peu trop radical et certaines femmes le comprennent d'une manière aussi, je peux dire, dépravée, mais ce n'est pas ça. Dans le domaine professionnel, oui, les femmes peuvent travailler. Nous avons la première ministre Soumina qui travaille très bien. Nous avons beaucoup de ministres que j'apprécie à l'échelle nationale comme provinciale. Nous avons des DG d'entreprise qui se débrouillent très bien. Dans nos promotions, nous avons connu, nous-mêmes, nous avons été des personnes assez intelligentes qui ont fait face plus qu'aux hommes, donc nous valons. Mais en tant qu'épouse, il n'y a pas de parité à la maison. C'est clair, c'est l'homme le chef. C'est l'homme le chef. Merci Madame Jacques Moussonda d'avoir répondu avec brio à nos questions. Ah bon? C'était pas si compliqué. Non, non, pas du tout. Place à la surprise du jour. Alors, nous avons une image surprise que nous balance la réalisation. Ok. Votre réaction? Ok. Je reconnais la photo. C'est moi et mon époux. Vous et votre époux. Alors, vous et votre époux, qu'est-ce qu'il représente pour vous, votre époux? Mon époux, c'est, comme je dis, c'est mon grand frère, comme je le dis toujours. Il m'apprend beaucoup. C'est ma stabilité. Voilà, c'est le mot. C'est ma stabilité dans tout ce que je peux faire, dans tout ce que je peux dire. C'est lui qui est toujours là. Mon père, mon frère, c'est lui. Voilà. Alors, si on peut finir avec un message que vous allez lui adresser, ça serait lequel? Que vous pouvez lui adresser, justement. Merci de toujours être là. Merci d'être là pour moi, pour nos enfants, pour
de soutien que tu m'apportes et surtout juste ta présence. Merci. D'accord, c'est votre message, on ne va pas le commenter justement, votre mot de la fin pour clôturer cette partie. Mon mot de la fin, c'est des remerciements à vous, à Mbegou Télévision. Je remercie tous les membres de la fondation qui me suivent, tous personnellement. Merci de ce que vous êtes, de votre accompagnement, de votre présence, de votre assiduité, de votre promptitude. Merci à tous. Voilà le mot. Voilà, merci beaucoup à vous, Madame Jacques Moussonda, d'avoir répondu à notre invitation. Nous rappelons que vous êtes fonctionnaire de l'État, entrepreneur, dynamique et présidente de la Fondation Jean-Claude Kazimbe Moussonda. C'était un plaisir de vous avoir ici sur notre plateau. Je vous remercie. Et vous tous qui nous avez regardés, merci beaucoup d'avoir été là. On dit un grand merci à toute l'équipe technique. On se retrouve très prochainement. À très vite.